Des gènes dans la réalisation d'un phénotype. Nous allons essayer de comprendre comment on passe du génotype au phénotype. Alors le génotype, c'est tout ce qui concerne l'ADN. Le phénotype, ça concerne à la fois le niveau moléculaire, le niveau cellulaire et le niveau macroscopique. Alors on met maintenant dans le phénotype moléculaire l'ARN messager. Bon, il n'y a encore pas très longtemps, ça ne faisait pas partie du phénotype. Maintenant, tout ce qui provient de l'expression des gènes, donc de l'expression du patrimoine génétique, et en commençant par les molécules, eh bien, sont une conséquence justement de cette expression qui va induire une fonction à telle ou telle protéine enzymatique, par exemple, en sachant que les enzymes sont des séquences d'acides aminés, ce sont des protéines également, et qu'elles auront un rôle dans telle ou telle fonction. Bon, donc du génotype au phénotype, 3 types de phénotypes, je répète, moléculaire, cellulaire et macroscopique. Alors, si on raisonne dans l'ordre chronologique, on est obligé de partir du gène. Pourquoi? Parce que le gène va coder pour une protéine, et cette protéine aura une fonction au sein même d'une cellule, et cette cellule, au sein d'un organisme, aura elle-même une fonction. Donc on va toujours du plus petit, toujours de donc du génotype au plus petit, à la plus petite partie du phénotype, c'est-à-dire la molécule. Puis on monte ensuite à la cellule et ensuite à l'organisme entier, c'est-à-dire au phénotype macroscopique. Bon. Donc le phénotype d'un individu, c'est l'ensemble de ses caractères observables dans un environnement donné. Alors évidemment, il y a des fluctuations permanentes de l'environnement et l'être vivant doit s'adapter globalement à l'environnement, mais globalement également, l'expression des gènes reste pratiquement la même. Bon, il y a des ajustements évidemment qui vont se faire dans la vie de tous les jours. Alors, ce phénotype, donc, comme je vous l'ai dit, se définit à trois niveaux, en fait, molécules, cellules et organismes, dans cet ordre-là. Alors, si par exemple, vous allez chez le médecin et qu'il voit votre visage, il voit que vous avez l'air fatigué, anémié, etc., vous avez des douleurs articulaires, vous manquez de force, etc. Donc là, ce qu'il voit en priorité, c'est le macroscopique. C'est ce qu'il voit de votre personnalité, de votre état. Donc lui, dans son raisonnement, en fait, il fait le raisonnement inverse de ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire qu'à partir des symptômes que vous exprimez, il va essayer de remonter jusqu'au niveau inférieur, correspondant par exemple aux cellules. Donc il voit votre macroscopique, votre phénotype macroscopique. Alors il se dit, eh bien, que se passe-t-il au niveau cellulaire, par exemple? Alors si lui soupçonne une certaine maladie que l'on appelle la drépanocytose, alors qui est une maladie d'origine génétique, ce que d'ailleurs nous allons essayer de démontrer tout à l'heure. Bon, imaginons, vous êtes le patient, ou il y a un patient qui vient chez le médecin, et puis le médecin va soupçonner tout de suite, d'après les symptômes qui sont décrits et qu'il voit, va soupçonner la drépanocytose. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous ayez une prise de sang pour que les personnes des laboratoires voient ce que l'on appelle un frottis sanguin, c'est-à-dire vos cellules, vos globules rouges. Bon, au passage, on peut regarder les globules blancs aussi, mais s'ils soupçonnent la drépanocytose, ça va toucher directement les globules rouges. Et puis, dans l'attente du résultat, évidemment, mais en attendant le résultat, il fait l'hypothèse que vous avez des hématies qui sont en forme de faucilles et que cette origine est génétique. Pourquoi? Parce qu'il soupçonne que vous avez des molécules d'hémoglobine S qui sont associées entre elles, alors que dans le cas normal, ces molécules HbA, donc hémoglobine A, dans les hématies, sont tout à fait libres et sont tout à fait solubles. Voilà. Donc dans son raisonnement, en fait, il voit tout de suite, d'après vos symptômes, donc ce qui se passe au niveau cellulaire,
puis au niveau moléculaire, et il soupçonne bien donc une anomalie au niveau des gènes. Donc nous, à partir de cette anomalie, donc la drépanocytose, nous allons essayer de partir du génotype pour arriver au phénotype cellulaire, enfin au phénotype moléculaire plutôt, puis au phénotype cellulaire, et puis le phénotype macroscopique, et puis l'ensemble des deux, ce que le médecin voit de vous, et le raisonnement par rapport à ce que l'on va en faire, à partir du génotype vers le phénotype, et bien les deux vont trouver évidemment un terrain d'entente en ce sens qu'on aura compris, et qu'il y aura une logique dans tout cela. Alors, bon, je vous ai dit, on va partir du génotype, puis on va aller au phénotype, moléculaire, puis cellulaire, puis macroscopique. En fait, on ne va pas tout à fait faire comme ça, on va plutôt faire le contraire. On va partir du raisonnement que le médecin peut faire, en fait. Donc on peut se poser le problème, comment caractériser un phénotype aux différentes échelles, donc échelle moléculaire, cellulaire, macroscopique, ou on fait l'inverse, macroscopique, cellulaire et moléculaire. Alors sachant au passage que le cellulaire, alors le moléculaire d'abord dépend de l'ADN, donc du génotype, le cellulaire dépend du moléculaire et le macroscopique dépend du cellulaire. Donc il y a une interdépendance entre les trois niveaux de phénotype. Mais comment caractériser un phénotype aux différentes échelles? Et comment un phénotype se réalise-t-il? Alors, on le sait bien, hein, ce sera l'expression d'un gène. Dans ce cas-là, ce sera une anomalie, qui est une maladie, hein, qui touche surtout l'Afrique, certaines zones de l'Afrique. Et puis, donc commençons par les manifestations du phénotype drépanocytaire. Alors, la drépanocytose, maladie génétique, comme on l'a dit, touche des millions de personnes dans le monde. Des millions de personnes. Alors, au passage, donc, l'hémoglobine normale, c'est HbA, et l'hémoglobine anormale, ce sera HbS. Alors, une personne peut être HbA, puisqu'on sait bien que les chromosomes sont en double exemplaire et que les allèles de chaque gène sont donc en double exemplaire. Donc une personne normale, hein, qui n'a pas la drépanocytose, possède sur ces deux allèles, et même sur un allèle, en fait, HbA. Lorsqu'une personne, alors on dit que la personne est homozygote, HbA. Au niveau de ces allèles, les deux allèles sur les deux chromosomes sont identiques. Et une personne qui sera hétérozygote sera HbS-HbA, mais ne manifestera pratiquement pas de symptômes de la drépanocytose. Bon. Maintenant, une personne qui sera vraiment atteinte de la drépanocytose et dont les symptômes vont vraiment s'exprimer, cette personne sera homozygote, mais cette fois-ci HbS-HbS. Alors, drépanocytose, donc à l'échelle de l'organisme, la drépanocytose se traduit par une anémie modérée, mais une anémie quand même. Elle est permanente. Elle se manifeste par de la fatigue et une tendance à l'essoufflement. Alors pourquoi? Parce qu'on verra que les hématies qui possèdent cette HbS eh bien, n'assument pas leur rôle normal, c'est-à-dire le rôle de transporteur de dioxygène, puisqu'on verra que ces hématies vont prendre une forme de faucille et vont se bloquer dans certains capillaires sanguins. Donc nous en reparlerons tout à l'heure. Ah oui, juste pour vous dire que l'anémie, dans ce cas-là, donc c'est-à-dire un manque de globules rouges, donc un manque d'hémoglobine, eh bien, sachant que les globules rouges sont des transporteurs de dioxygène, ce dioxygène doit aller dans les cellules, et dans les cellules, il y a ce que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production d'énergie qui correspond à l'oxydation du glucose par le dioxygène. Donc s'il n'y a pas assez de dioxygène qui arrive, c'est évident qu'il va y avoir une tendance à la fatigue, à l'asthénie, fatigue. Donc l'anémie conduit à la fatigue et une tendance à l'essoufflement, évidemment, parce qu'il n'y aura pas assez d'oxygénation au niveau des poumons, pour X raisons.
Alors, dans certaines conditions, il peut y avoir des crises qui peuvent survenir, surtout lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Donc des crises peuvent survenir. Donc ça peut se manifester par une anomalie, une anémie aiguë, c'est-à-dire qui se passe à un moment donné, donc, et des douleurs au niveau des articulations. Pourquoi des douleurs? Parce que je vous ai dit, et j'en reparlerai après, parce que les hématies vont se bloquer au niveau des petits capillaires sanguins, et donc ça va générer des douleurs. Donc ça va exciter le centre de la douleur, donc vous allez avoir des messages que l'on appelle nociceptifs, donc des messages de la douleur qui vont arriver au cerveau, qui vont générer la sensation de douleur. Alors on peut également avoir des accidents cardiovasculaires, puisque si vous imaginez que des hématies vont se bloquer, ça peut générer des petits caillots qui ensuite peuvent éventuellement se détacher pour aller circuler dans l'organisme et arriver au cerveau, provoquer des AVC par exemple, ou des problèmes cardiaques, etc. Bon. Donc des accidents vasculaires, des infections sont également font en sorte que l'espérance de vie est quand même assez réduite. Mais les personnes arrivent quand même à 50 ans. Ils peuvent arriver à 50 ans. Alors excusez, mais j'ai attrapé le rhume. Alors c'est viral. Alors à noter que la drépanocytose, c'est la plus fréquente des maladies génétiques. Bon. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai dit, le médecin peut prescrire, il va prescrire, une analyse sanguine. Donc, on verra, alors on verra, quand je dis on verra, ce sont les personnes du laboratoire, vont faire un frottis sanguin, c'est-à-dire vont étaler une goutte de sang sur une lame et puis observer au microscope. Donc alors, ils vont voir donc, des globules rouges, des globules blancs, mais si la personne est atteinte de drépanocytose, ces personnes au laboratoire vont voir que ces hématies, donc ces globules rouges, prennent la forme d'une faucille. Alors là, évidemment, il n'y a pas de litige possible, ça veut dire que la personne est bien atteinte de la drépanocytose. Si par contre tous les globules rouges ont bien la forme d'un disque biconcave, alors dans ce cas, donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un petit mélange entre les hématies biconcaves et les hématies en forme de faucille, là, ça voudrait dire que la personne est bien atteinte de la drépanocytose. Voilà. Donc voilà pour le niveau cellulaire. C'est le niveau cellulaire, hein, phénotype cellulaire, c'est-à-dire que on voit les hématies en forme de faucille, alors que le phénotype macroscopique, tout à l'heure, je vous ai dit, anémie, fatigue, tendance à l'essoufflement, douleur aiguë, etc. Tout ça, ça fait partie du macroscopique. Bon. Alors maintenant, on essaie de comprendre l'origine moléculaire de la drépanocytose. Origine moléculaire. Alors l'origine moléculaire, évidemment, ce sera la protéine HBS. Alors pas toute la protéine, parce que pas toute la molécule, je veux dire, parce que la molécule d'hémoglobine, en fait, est constituée de 4 sous-unités, 2 sous-unités bêta et 2 sous-unités alpha. Et on verra que c'est la sous-unité bêta qui est touchée par une mutation qui a eu lieu dans l'évolution et qui va faire en sorte que dans la séquence des acides aminés, il va y avoir une anomalie. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Donc l'origine moléculaire de la drépanocytose, on sait bien que ce sera un gène. Alors ces hématies contiennent des protéines d'hémoglobine qui fixent et transportent le dioxygène dans l'organisme, alors que les molécules d'hémoglobine A sont solubles et dispersées dans le cytoplasme. Les molécules d'hémoglobine S, HBS, des sujets atteints de drépanocytose vont s'associer pour former des fibres qui seront insolubles et qui vont déformer les hématies et qui vont entraîner parfois leur destruction. Et dans ce cas, les globules blancs vont phagocyter, vont détruire, vont nettoyer, en fait, entre guillemets, l'organisme de ces hématies. Alors, désolé. Alors, voilà. Donc si on regarde bien
si on regarde au microscope, en fait, bon, plutôt un microscope électronique, hein, on voit bien donc des fibres d'hémoglobine HbS dans une hématie drépanocytaire. On les voit très très bien. Et puis vous pouvez vous amuser à regarder sur donc des images sur Internet où vous voyez des modèles d'hémoglobine S qui sont associés entre elles. Et les chaînes d'acides aminés de chaque globine sont représentées, donc si vous regardez sur les moles, on peut les représenter en fil, et puis vous pouvez faire en sorte que alors on va dire le 6e acide aminé sera affiché sous forme, donc quand on met l'ensemble sous forme de sphère, enfin le 6e acide aminé, je veux dire, peut être affiché sous forme de sphère, donc ce qui fait qu'on le repère bien au niveau des sous-unités bêta. Bon, voilà, l'IMMOL, hein, c'est pas mal comme logiciel de modélisation moléculaire. C'est facile à repérer. Enfin, l'anomalie est facile à repérer. Bon, voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, on sait qu'on a vu le phénotype macroscopique. Bon, on a vu le phénotype cellulaire. Le phénotype moléculaire, ce sont des molécules HbS qui sont anormales, hein, pour X raisons que l'on va voir après. Ben alors justement, pourquoi est-ce que ces HbS sont anormaux? Eh bien là, on doit remonter, on doit aller jusqu'au gène, c'est-à-dire on doit aller au niveau de l'ADN pour faire ce que l'on appelle l'expression de ce gène qui va faire en sorte qu'on va obtenir cette sous-unité bêta qui sera anormale. Alors je vous affirme que la sous-unité bêta est anormale, hein, mais bon, c'est une évidence quand on le sait. Maintenant, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est la sous-unité bêta qui est anormale. La sous-unité bêta, donc une petite partie protéique, sachant que l'hémoglobine, c'est 4 sous-unités, 2 bêta, 2 alpha, et l'assemblage des 4 sous-unités vous donne la molécule d'hémoglobine. Soluble si c'est HbA, et formant des fibres cassantes si c'est HbS. Alors maintenant, évidemment, il faut trouver un logiciel tel que Anagène. Trouver Anagène, c'est très très bien. Et vous allez pouvoir comprendre comment l'expression, ou en quoi l'expression du gène va donner une protéine anormale. Alors, je vous ai fait dans une autre vidéo, hein, une démonstration très complète de l'origine génétique de la drépanocytose. Donc vous tapez, vous allez voir, c'est le cours précédent, je crois. Donc vous regardez, c'est Anagène et drépanocytose, et le cours est très complet. Hein, donc je mets surtout l'accent sur l'utilisation d'Anagène et comment démontrer l'origine génétique de la drépanocytose. Donc ce qui fait qu'ici, je ne vais pas vous montrer Anagène, hein, je vous invite à vous y reporter. Là, je vais simplement vous décrire les choses. Alors, bon, donc Anagène, sur Anagène, vous avez accès à une banque de données, et dans cette banque de données, vous pouvez avoir les allèles. Alors, donc c'est écrit, par exemple, sur mon document, c'est l'allèle. Alors, vous allez charger l'allèle bêta A et l'allèle bêta S. Alors, pourquoi allèle? Parce que le gène possède différentes versions, et ces différentes versions s'appellent des allèles. Donc là, on a la version A et la version S du gène. Pourquoi bêta? Parce que c'est la sous-unité bêta qui sera touchée par cette mutation qui va induire une anomalie. Donc vous devez charger les deux allèles bêta A et bêta S. Donc ça vous donne deux séquences, et ces deux séquences, vous allez les comparer. Et en comparant ces deux séquences, on s'aperçoit que en position numéro 20, vous avez un nucléotide, alors position numéro 20, sans avoir enlevé la méthionine. Hein, donc, enfin, pas la méthionine, mais je veux dire le triplet, puis le codon qu'on verra après, le codon au niveau de l'ARN messager. Mais là, au niveau du triplet, eh bien, on a au niveau du nucléotide numéro 20, dans l'hémoglobine, dans l'allèle bêta A, on a une adénine, alors que pour l'allèle bêta S, on a une thymine. Et si on regarde ailleurs dans la séquence, il n'y a pas d'autre anomalie. Donc l'anomalie se situe uniquement au niveau du nucléotide numéro 20 de l'ADN, donc de la portion ADN correspondant à l'allèle bêta S. Bon,
Voilà, donc ça c'est une anomalie, c'est une mutation. Et là on commence déjà à comprendre que en conséquence de ça, on va avoir des problèmes. Problème où? Eh bien déjà, au niveau de l'ARN, après la transcription de l'allèle, on va obtenir un ARN messager qui possédera également en position 20 l'uracile à la place de la thymine, évidemment, puisque dans les ARN messagers, il n'y a pas de thymine. Hein. On remplace la thymine par l'uracile. Donc en position numéro 20, on aura, tout comme on avait en position numéro 20 dans l'ADN, eh bien on aura l'anomalie qui sera le U à la place du A. Du T dans l'ADN, mais enfin du T dans l'allèle S, hein, et du A dans l'allèle A. Donc voilà. Alors, donc si une fois que l'on a l'ARN, donc vous avez les deux ARN, vous les comparez évidemment. Hein, bon, là vous voyez bien que dans l'un on a A et dans l'autre on a U. Bon. Et puis si on transforme, donc si on fait en sorte que la traduction se fasse à partir de ces ARN, on obtient donc deux séquences protéiques. On a bien la globine, donc hémoglobine, donc la partie bêta en fait de l'hémoglobine, donc sous-unité bêta. Donc on a bêta A et bêta S correspondant aux protéines. Et on voit bien que en position numéro 7, sans avoir enlevé la méthionine, parce que la méthionine est enlevée une fois que la traduction est faite, une fois que la traduction des ARN est faite, mais sans enlever la méthionine, on voit qu'en position numéro 7, eh bien, alors si vous utilisez l'imol, faut enlever la méthionine est enlevée. Donc du coup, on aura l'anomalie en position numéro 6, l'acide aminé en position numéro 6 aura une anomalie, et cet acide aminé, c'est la valine. Donc on a la valine à la place de l'acide glutamique. Autrement dit, dans la globine bêta A, on a en position numéro 6 la glutamine, donc glutamate en fait, l'acide glutamique. Bon, c'est pas vraiment glutamine, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plutôt l'acide glutamique, on va dire. Et puis en position numéro 6, après avoir enlevé la méthionine, donc correspondant à la protéine bêta S, eh bien on a la valine. Voilà. Alors la valine est plutôt une molécule, non c'est un acide aminé, mais c'est plutôt hydrophobe, c'est-à-dire qu'il fuit l'eau. Donc ça veut dire que l'anomalie, on l'a bien mise en évidence, hein. À partir du génotype, à partir de l'allèle bêta A, on a obtenu l'ARN messager bêta A et bêta S aussi, hein, on fait les deux. Puis on a obtenu à partir de la traduction nos deux protéines, donc qui sont nos phénotypes moléculaires. L'ARN messager également est le phénotype moléculaire. Donc du gène au phénotype moléculaire, on a bien compris que une mutation, la thymine, a induit une modification au niveau de l'acide aminé en position numéro 6, et c'est la valine et non l'acide glutamique. Je vous disais que cette valine, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer, en partant de ce phénotype moléculaire, c'est-à-dire avec la valine dans la bêta S au lieu de l'acide glutamique dans la bêta A, comment est-ce qu'on peut expliquer les symptômes que le médecin voit, en fait, lorsqu'il a devant lui cette personne qui est atteinte par la drépanocytose. Alors, donc le médecin voit un syndrome. Le syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Nous, on a raisonné dans anagène en disant, on transforme le gène, enfin, on fait en sorte que l'expression du gène donne notre protéine anormale. Donc on a bêta S. Donc la valine, en fait, elle est hydrophobe. Ça veut dire qu'elle va fuir l'eau. Et elle va avoir tendance à se fixer à une autre molécule d'hémoglobine. Donc ça veut dire que ces molécules vont se fixer de telle sorte qu'à un moment donné, on va avoir des fibres de HbS qui sont reliées entre elles. Donc ça va induire quelque chose qui sera, entre guillemets, relativement cassant. Donc ça va finir par former des espèces d'arcs de cercle. Et ces arcs de cercle, qui sont en quantité très importante, vont faire en sorte que, tout doucement, les hématies, donc là on passe du niveau moléculaire pour l'HbS
au niveau cellulaire, donc ces hématies vont prendre une forme de faucille. Ça veut dire vont avoir tendance à prendre la forme de ces espèces de brindilles, entre guillemets, ce ne sont pas des brindilles, hein, ce sont des polymères en fait, d'hémoglobine S. Donc ces hématies, donc au niveau cellulaire, vont prendre la forme d'une faucille. Et ces faucilles, ces hématies en forme de faucille, ces hématies falciformes, en fait, vont se boucher, enfin vont boucher les capillaires sanguins, parce que dans les capillaires c'est la taille d'un cheveu, donc c'est pratiquement le diamètre en fait d'une hématie normale, donc disque plat biconcave. Eh bien, ces capillaires sanguins vont se boucher, ça va exciter des espèces de récepteurs de la douleur, qui sont des récepteurs nociceptifs, et la douleur va se répercuter, le cerveau va prendre conscience que ça fait mal, entre guillemets. Bon. Donc ça veut dire que ces petits capillaires vont se boucher. Et si les capillaires se bouchent, ça fait mal. Et ça peut finir par détruire ces hématies falciformes qui seront digérées, phagocytées par les globules blancs. Bon. Donc ça veut dire que dans le flux sanguin, il n'y aura pas assez d'hématies, donc de globules rouges, chez la personne atteinte de drépanocytose évidemment. Et donc, comme les globules rouges sont des transporteurs de dioxygène, eh bien ça veut dire que ce dioxygène ne sera pas transporté de manière optimale jusqu'aux cellules, puisque le rôle du sang, c'est de faire circuler, entre autres, les globules rouges, pour que les globules rouges amènent de l'oxygène dans les cellules. L'oxygène dans les cellules sert à quoi? Eh bien, il sert à oxyder le glucose, entre autres. Donc ça s'appelle la respiration cellulaire. Et ça permet de produire de l'énergie. Donc, dans le cas d'une personne drépanocytaire, eh bien, il n'y a pas assez d'oxygène, donc pas assez d'énergie produite, donc ça explique le manque de force de la personne. L'anémie également est expliquée parce qu'il n'y a pas assez de globules rouges. Donc pas assez de globules rouges, on dit anémiée, la personne est anémiée, ça veut dire elle manque de globules rouges, donc elle manque d'oxygène en parallèle, donc elle manque de force, et tout ça c'est relié. Donc on avait bien compris que lorsque chez le médecin on avait dit on a une anémie, on a compris parce que pas assez de globules rouges, certains sont détruits. De la fatigue, on a compris parce qu'il n'y a pas assez de production d'énergie dans les cellules, puisque les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène, donc la respiration cellulaire ne peut pas se faire correctement. Et puis tendance à l'essoufflement, évidemment, parce que s'il n'y a pas assez de globules, eh bien, ça veut dire qu'au niveau de la respiration, eh bien, des problèmes sont la conséquence de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de force, la personne n'a pas assez d'énergie. Dans certaines conditions, donc des crises peuvent se survenir, on peut avoir une anémie aiguë. Alors pourquoi est-ce que les crises surviennent? Eh bien parce que si le milieu est pauvre en oxygène ou si la personne fait un effort trop important, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas assez de, il n'y aura pas assez d'énergie, il n'y aura pas assez d'oxygène, pas assez de glucose oxydé, donc etc. En fait, on tourne en rond là. Bon voilà, vous avez compris. Hein, de toute façon, je répétais un petit peu la même chose histoire de faire passer le temps. Bon. Donc, comment caractériser un phénotype aux différentes échelles? On a pris l'exemple de la drépanocytose, alors qui était l'exemple d'une maladie, mais on peut prendre des choses normales également. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème à chaque fois qu'un phénotype est l'expression du génotype. Bon, voilà. Juste une petite parenthèse avant de clore le débat, c'est que j'ai trouvé un article intéressant concernant l'évolution biologique de la drépanocytose. En fait, dans certains endroits, dans certains pays, on parle de paludisme. Eh bien, le paludisme pose des problèmes, mais on s'aperçoit que dans ces pays où il y a justement des personnes atteintes de paludisme, eh bien, le fait de posséder
un allèle S, donc allèle S au niveau de la drépanocytose, ça favorise, donc ça empêche en fait les personnes d'être atteintes du paludisme. Alors, c'est très bizarre parce que donc on dit que l'hémoglobine HbS constitue une protection naturelle contre le paludisme. Et la survie des individus hétérozygotes s'en trouve favorisée. Hétéro, ça veut dire qu'ils possèdent HbS et HbA. S'en trouve favorisée, d'où le maintien à une fréquence élevée d'un allèle létal à l'état homozygote. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que donc ça veut dire que cette maladie du sang, alors je fais la lecture de l'article, hein, qui est un article très intéressant. Donc alors je vous donne les références quand même peut-être de l'article, c'est évolution biologique, alors c'est donc c'est évolutionbiologique.org, voilà, donc c'est ça la référence. Bon, donc je vous donne, bon, il y a quelques articles intéressants, dont cette drépanocytose, où on voit bien, on nous montre bien déjà un frottis sanguin au départ, d'un individu atteint de drépanocytose, et on remarque bien des globules rouges qui sont déformés en forme de croissant ou de faucille. Alors, cette maladie du sang se caractérise par le fait que des globules rouges des malades vont prendre une forme de faucille dans une atmosphère dépourvue d'oxygène. C'est le test de Sickling. En anglais, sickle signifie faucille, d'où HbS, d'où voilà l'origine du S. En anglais, sickle donc signifie faucille. D'où les noms d'anémie falciforme ou de cyclémie que l'on donne aussi à cette maladie. On peut faire une électrophorèse du sang des malades qui permet de montrer que l'hémoglobine est différente de celle des individus sains et on la désigne sous le terme d'hémoglobine S, donc on dit aussi HbS. Et l'hémoglobine normale, on l'appelle hémoglobine A, donc HbA. L'hémoglobine est formée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta, et dans le cas de HbS, le 6e acide aminé des chaînes bêta est la valine au lieu d'être l'acide glutamique, ou glutamate, on peut dire glutamate aussi. Sans soins particuliers, les individus ne possédant que de l'hémoglobine HbS, donc ils sont homozygotes, puisqu'on a HbS à ce moment-là, on a les deux mêmes allèles, eh bien ces personnes vont mourir avant d'avoir atteint le stade de maturité, très souvent. Les individus porteurs d'hémoglobine HbS et HbA, alors on dit avant d'atteindre le stade de maturité, mais tout à l'heure je vous ai dit, les personnes peuvent atteindre les 50 ans. Alors ça dépend des conditions de vie, de l'hygiène de vie, ça dépend des pays en fait. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les côté sanitaire c'est pas génial et d'autres endroits où ça va. Bon. Donc là on peut comprendre une différence entre donc un décès, une personne qui n'est pas mature et une personne qui atteint les 50 ans. Donc les individus porteurs d'hémoglobine HbS et HbA, donc ils seront hétérozygotes dans ce cas-là, vont vivre sans présenter de symptômes graves. Bon, il y aura quand même quelques petites anomalies. Alors l'hémoglobine anormale, donc on nous montre la distribution mondiale des troubles de l'hémoglobine, donc naissance avec une hémoglobine anormale pour 1000 naissances vivantes. Alors on a la carte du monde, hein, je vous invite à regarder, hein. Bon, je ne vais pas vous décrire tout. Et on regarde en parallèle une carte où il y a le paludisme. Alors ne pas confondre drépanocytose et paludisme. Donc on nous montre la répartition dans les deux cas. Et pourcentage de population exposée à un risque élevé de contamination par le paludisme. 0% correspond à un risque inexistant ou à une absence de données ou élimination récente. Et éradication de la maladie et de son vecteur au cours des 5 dernières années, dans le document numéro 2 que l'on présente dans ce que j'ai devant moi. Alors, on nous présente un tableau avec le nombre d'hospitalisations, paludisme, autres maladies, population suivie. Alors, il y a le cas des homozygotes, hétérozygotes et proportion d'hétérozygotes. Alors, dans le cas du paludisme, 536 s'ils sont en même temps homozygotes AA, autres maladies 512 et population suivie 2271. Pour les hétérozygotes, on a 25 au lieu de 536 dans le cas des homozygotes et autres maladies 72 et population suivie 384. Donc proportion d'hétérozygotes
4,6%, 14% et 16%. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, il y a eu un suivi médical de 2655 enfants au Kilifi, au Kenya. Alors la drépanocytose est largement répandue dans le monde. Sa principale aire de répartition correspond à l'Afrique occidentale, à l'Afrique orientale, Madagascar, l'Extrême-Orient et l'Amérique centrale. En comparant cette répartition à celle du paludisme, on est frappé par l'importance de la superposition des deux aires, les deux surfaces. Le paludisme est provoqué par un parasite que l'on appelle Plasmodium falciparum, qui s'installe et se multiplie dans les globules rouges. Vous voyez, là, il y a les deux corrélations de drépanocytose, ça touche les globules rouges, et le paludisme, ça touche aussi les globules rouges. Les globules rouges infestés éclatent régulièrement en libérant des parasites qui vont s'introduire et se multiplier dans de nouveaux globules rouges. C'est la crise paludéenne. Et l'évaluation du nombre de parasites chez les jeunes enfants atteints de paludisme montre des pourcentages nettement plus élevés lors des crises paludéennes chez les individus qui sont homozygotes porteurs de l'hémoglobine HbA. Donc HbA, c'est-à-dire qui n'ont pas la drépanocytose. Eh bien, il y a plus de personnes atteintes de paludisme lorsque les personnes ne sont pas atteintes de drépanocytose. Alors ça, c'est formidable. Mais ce qui va être formidable, c'est ce qui va venir après. Alors, par contre, les individus hétérozygotes porteurs de HbS sont moins atteints par le paludisme. Ah, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire vaut mieux être atteint par le paludisme ou par plasmodium. Bon, on se pose la question. Et les individus hétérozygotes possèdent donc un avantage du fait qu'ils vont être favorisés par la sélection naturelle. Alors l'envers de la médaille, c'est l'inévitable naissance d'enfants homozygotes HbS, donc ils vont être atteints par la drépanocytose. Mais ce désavantage, donc il y a un désavantage évidemment, on parle de fardeau génétique, il est largement compensé par la résistance des hétérozygotes au paludisme. Donc le prix à payer pour vivre dans un environnement où sévit le paludisme, eh bien c'est malheureusement... Alors les personnes qui sont homozygotes pour HbS sont favorisées, ça veut dire qu'ils ont moins le paludisme, et ces personnes qui n'ont pas du tout la drépanocytose, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Et les personnes qui n'ont pas du tout la drépanocytose et qui sont homozygotes, eh bien, sont malheureusement défavorisées parce que le paludisme va pouvoir sévir chez eux. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer certaines choses? Eh bien, au cours de la traite des esclaves, les populations d'Afrique de l'Ouest ont massivement été déportées vers des contrées où le paludisme était moins fréquent, voire inexistant. C'est le cas de l'Amérique du Nord. Et dans les populations afro-américaines des USA, 2 enfants sur 1000 naissent avec un allèle HbS, soit un chiffre bien plus faible que celui des populations d'Afrique de l'Ouest, où il y a plus de 10 pour 1000 naissances. Donc un chiffre aussi bas ne s'explique pas en tenant compte des mariages avec les populations européennes ou amérindiennes. Pour le faire, il faut admettre que dans les contrées où le paludisme est faible ou inexistant, l'avantage sélectif des hétérozygotes a diminué, voire disparu. La sélection naturelle a provoqué une diminution de la fréquence des allèles HbS, ceci en quelques siècles seulement. Voilà. Donc on a bien compris que l'hémoglobine HbS constitue donc une protection naturelle contre le paludisme et la survie des individus hétérozygotes s'en trouve favorisée, d'où le maintien à une fréquence élevée d'un allèle létal à l'état homozygote. Bon voilà, je voulais juste vous signaler cette partie évolution biologique, le rapport entre la drépanocytose et le paludisme. Donc si on a la drépanocytose, on a peu de chances d'attraper le paludisme. Le paludisme, il est favorisé lorsque les personnes sont homozygotes HbA. Il se déclare moins, donc il se développe moins, ce paludisme, lorsque les personnes sont HbS-HbA, donc hétérozygotes, et encore moins lorsque les personnes sont hétérozygotes. Bon, voilà. Donc nous avons démontré qu'on peut passer du génotype au phénotype avec un S, donc génotype
au phénotype moléculaire, puis cellulaire, puis macroscopique. Sur un exemple, la drépanocytose, le cours est terminé. Merci.